Chers amis de Radio Cité, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Il y a quelque temps, les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi, j'ai rencontré Anaëlle, qui m'a dit, écoute Michel, ça serait bien qu'on se rencontre, qu'on fasse connaissance, parce qu'il semblerait que tu as des activités qui sont assez proches des miennes. Et puis on s'est régalé au soleil sur une terrasse qui n'est pas n'importe laquelle. C'était où? C'était au Bain des Paquis, il y a quelques jours. Il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, on ne ferait pas ça maintenant. Et puis on a passé un très bon moment ensemble, donc je te remercie pour cela. Et puis on a parlé de Stéphanie Stirnon, qui en fait est la présidente de l'association où tu m'as convié de venir aujourd'hui. Alors Stéphanie Stirnon, je vais simplement te demander, Stéphanie, tes activités. Pourquoi ces activités-là ? Et puis dans quel cadre Anaëlle est avec toi ? Merci Michel, merci Anaëlle. Alors moi je suis la directrice en fait de Pacifique, qui est une association-fondation genevoise créée il y a une vingtaine d'années, avec une mission globale qui est de contribuer à une meilleure compréhension de l'impact des hommes sur les océans. Et la manière dont on remplit cette mission, c'est qu'on organise et qu'on conçoit et qu'on mène des expéditions pluridisciplinaires à bord de 2 grands voiliers qui sont le Mauritius et le Fleur de Passion. Et toutes ces expéditions ont un caractère unique, c'est qu'elles revêtent chacune un volet scientifique, un volet socio-éducatif et un volet de sensibilisation artistique. Et la manière dont Anaëlle est rentrée dans l'aventure, c'est dans le cadre d'une mission qu'elle effectue chez nous pour nous aider à faire de la recherche de fonds. Anaëlle, tu as du succès, ça fonctionne ? Bonjour. Bonjour Michel. Oui, c'est une belle aventure, c'est un challenge de la recherche de fonds, c'est un peu c'est le nerf de la guerre à Genève et c'est aussi c'est une mission importante pour moi puisque c'est aussi assurer la pérennité des activités de Pacifique. Des activités, comme l'a dit Stéphanie, qui sont pour moi des causes importantes, que ce soit pour les jeunes, pour la mission scientifique, nos artistes aussi. Donc voilà, c'est un vrai challenge de pouvoir trouver des fonds, continuer avec nos partenaires existants, mais aussi explorer des nouvelles sources de financement. On a parlé de 3 profils proches. Il y a le côté artistique, le côté social et le côté sauvegarde des océans. Oui. Dans quelle de ces 3 tranches-là, c'est le plus facile de trouver des sous ? Je dirais que c'est la partie socio-éducative. C'est la plus facile, je dirais, pour récolter des fonds. Après, en deuxième, la partie scientifique à égal. Enfin, après, ça dépend comment on se positionne et quel type d'institut, d'organisme on approche. D'accord. En fait. Et en fait, ça dépend, je pense, aussi des différents profils de projets que vous avez pour ces 3 activités. Oui. Alors, dans le domaine artistique, Stéphanie, par exemple, quel genre de projet qui va pousser un petit peu les gens à être conscients de la nécessité du soutien qu'on leur demande ? Alors dans le projet artistique, en fait, il consiste en fait à offrir une résidence aux artistes qui viennent à bord. Sur toute la durée de l'expédition, les artistes viennent pour des durées déterminées, des coups de durée un peu plus courtes. Une fois qu'ils sont à bord, ils participent à l'expédition en tant que membres d'équipage. Voilà, ils font des activités. Ils créent à bord, aussi bien pour eux-mêmes, mais certains artistes font aussi des ateliers à bord avec les jeunes et avec les scientifiques. Et en fait, la beauté du volet artistique, c'est qu'une fois qu'ils reviennent à Genève, ils participent de manière différente à la sensibilisation de nos causes. Donc, ils apportent vraiment un regard beaucoup plus sensible aux causes qui sont abordées à bord. Donc, aussi bien du volet scientifique que le volet socio-éducatif. Ils communiquent au travers de leur art sur la pluridisciplinarité de nos expéditions. Ils le font aussi bien au travers d'ateliers avec les écoles que d'expositions, mais aussi et surtout, et ça c'est pour répondre à ta question, au travers d'ouvrages qu'ils publient chaque année en récoltant toutes les œuvres que les artistes qui sont montés à bord ont produit. Donc je suis un artiste, je vais prendre un peu de recul parce que je vais partir donc sur un navire. Je vais côtoyer des gens que je n'ai jamais rencontrés, pluridisciplinaires, parce qu'effectivement, il y a des scientifiques et il y a des jeunes. Et puis là, finalement, je vais reformuler ma créativité en fonction de ces nouveaux aspects. Et quand je rentre, je vais avoir une sorte je vais pondre quelque chose qui sera sous la forme d'un écrit, mais peut-être sous d'autres formes également, je ne sais pas, sous forme de musique ou de théâtre. Alors, les artistes qui montent à bord sont principalement des artistes
qui crée sur papier, je dirais. Donc on a des poètes, on a des dessinateurs, de la gravure, on a des peintres, on a des naturalistes. Et donc c'est toutes ces œuvres et tous ces arts qui seront regroupés ensemble dans l'ouvrage Sillage, qui est publié une fois par an. Donc il y a un volume par an qui retrace la saison de navigation et qu'on appelle un ouvrage poétique et illustré. Donc les magnifiques illustrations que je vois là, les peintures, viennent de cette dynamique-là. C'est magnifique d'ailleurs. Aussi bien, là, ils viennent de sortir un set de cartes postales. Et ça va être difficile pour nos auditrices et auditeurs. Donc, on va essayer. Le voir sur notre site internet, sur la boutique en ligne. Voilà. Ils auront tout. Donc, alors, chose importante, sur Radio Cité, il y a des podcasts. Il y aura votre podcast avec un lien et sur lequel, bien évidemment, on va trouver le lien avec votre site internet. Donc, c'est important de savoir qu'on va retrouver toutes ces belles images et bien d'autres. Ça, je me réjouirais. Donc, ça, c'est pour le volet artistique. Maintenant, le volet scientifique. On a dit que c'était pour soutenir cette communication qui va bien dans le bon sens. Aujourd'hui, on a vu qu'à l'ONU, il y a quelques heures, on a pris une décision fondamentale sur la sauvegarde des océans. Ça doit vous réjouir, ça, quelque part. Ah ben, c'est une excellente nouvelle et qui appuie et qui confirme véritablement l'énergie qu'on a mis dans ce volet scientifique depuis des années et qu'on s'échine à partager, à communiquer. Et la manière dont on fonctionne, pour donner une petite explication sur le volet scientifique, c'est que nous-mêmes ne sommes pas scientifiques. Au sein de Pacifique, nous avons une coordinatrice scientifique. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a des partenariats. On mène des partenariats avec soit des universités, donc comme l'Université de Genève, avec d'autres associations scientifiques telles que OceanEye ou des bureaux de recherche qui sont dans d'autres pays. Et ils mènent des programmes scientifiques à bord de nos bateaux. Donc en fait, nous, on leur procure une plateforme océanographique, des plannings de navigation, des latitudes un peu extrêmes sur lesquelles eux peuvent mener leurs projets scientifiques. On a un petit laboratoire à bord et un équipage qui sait utiliser des outils de prélèvement et d'échantillonnage pour les scientifiques. Est-ce qu'il y a des liens en direct avec des scientifiques qui sont à terre aussi à ce moment-là ? Oui. Alors les scientifiques, donc nos partenaires, ont l'opportunité de monter à bord pour participer au programme directement. S'ils ne sont pas à bord à ce moment-là, il y a un lien direct et une communication constante avec eux et avec les bureaux ici à Genève ou ailleurs. Anaëlle, toujours dans cette recherche de fond, on a vu que l'aspect scientifique, c'était pas le plus facile pour trouver de bonnes raisons de demander des sous. Mais vous avez ici un expert scientifique. Est-ce que c'est avec lui que tu te rencardes pour essayer de trouver des bons arguments ? Disons que Pacifique, c'est un projet global, donc on ne présente pas Pacifique, le volet scientifique seul. On présente toujours Pacifique avec ses 3 volets. Alors, je pose cette question, excuse-moi, moi je suis le parfait béotien là-dedans, par contre j'adore aller à la pêche. Donc suivant où je vais à la pêche, je vais prendre différents appâts en disant là il y a tel ou tel poisson, donc je vais plutôt aller avec un bout de calmar ou un bout d'autre chose. Donc je me disais que peut-être c'était... Bon, si je connais pas le terrain, c'est vrai que je prendrai un petit peu de tout pour essayer. C'est ce que tu fais ? Tout dépend à qui on propose, à qui on s'adresse pour effectuer la demande de soutien donc, et du type d'action qu'ils souhaitent mener. Donc, s'ils ont une approche plus scientifique, en effet, on proposera davantage notre programme scientifique. Ou bien si c'est des actions qu'ils souhaitent mener auprès des jeunes ou auprès de nos artistes. Donc on va évaluer en fait le type d'actions qu'ils sont prêts à mener et proposer en face le programme qui est le plus en adéquation avec le type de soutien. En adéquation, ça veut dire que... Parce qu'une approche scientifique en pleine mer, ça correspond à un panel de compétences pour en tirer un maximum d'informations qui est absolument extraordinaire. C'est d'une grande richesse, là. Donc, les scientifiques qui sont à bord, en fait, la plupart du temps, ils sont intéressés par quel aspect ? Le côté pollution, le côté changement climatique, les liens de cause à effet. Qu'est-ce qui les réunit et qui les motive ? Alors justement, aujourd'hui, on a 3 programmes en cours qui sont justement super complémentaires parce qu'on a un programme avec l'Université de Genève qui, lui, s'attaque au réchauffement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre, que ce soit aussi bien dans l'air et dans l'eau. Donc avec eux et pour eux, on mène
des prélèvements donc de gaz dans l'air et dans l'eau qu'on leur remet. Et ici, dans leur laboratoire à Genève, ils font des études sur justement la quantité de méthane qu'on a prélevé pour eux. Ensuite, on a un deuxième partenaire qui, eux, étudie la pollution plastique. Donc là, on est dans tout à fait un autre registre, mais dont les océans sont aussi forcément les grosses victimes de cette pollution. Et avec eux, et pour eux, on mène un échantillonnage à la surface de l'eau de microplastiques. Donc là, on est sur la pollution plastique. Notre troisième programme en cours, eux, ils étudient la pollution sonore. Donc on a vraiment une variété d'études qui sont menées et qui sont assez complémentaires et globales. Donc on touche à plusieurs aspects. Maintenant, comme je vous le disais, c'est souvent une réflexion qui se mène de manière bilatérale entre le partenaire et Pacifique pour savoir ce qui les intéresse et ce que nous, on est en mesure de pouvoir effectuer pour eux. Pollution sonore, donc quand on voit par exemple des baleines échouées ou des dauphins un petit peu perdus, c'est quelque part aussi très fréquemment en relation avec cette pollution sonore, c'est-à-dire que les navires font un boucan monstrueux, ça doit être horrible. La pollution sonore, elle a aussi un gros impact sur la faune aquatique. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est d'essayer d'évaluer les zones maritimes dans lesquelles les cétacés qui fonctionnent avec les ultrasons sont le plus impactés par justement les couloirs de navigation des gros cargos ou alors les zones côtières dans lesquelles il y a énormément de bruit. Là, on a mené un projet particulièrement intéressant en hivernage au Groenland où justement notre partenaire a mis une sonde sous la glace pour voir quels étaient l'impact justement de la résonance. Donc voilà, c'est tous des projets qui sont tout aussi variés et intéressants. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui aussi, c'est de mener des expéditions de plus en plus inclusives. C'est-à-dire que en fonction des zones géographiques dans lesquelles on est, c'est de mener des partenariats aussi avec les acteurs locaux qui ont un intérêt en fait à pouvoir mener des études, n'ont pas toujours les moyens de le faire. Et nous, on a la chance d'être là, d'être présent avec du matériel à la pointe. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple début de l'année en Gambie, sur la rivière Gambie. On a fait une coopération académique entre l'Université de Genève, une université au UK et un bureau de recherche gambien pour faire l'étude de la mangrove. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus, de pouvoir offrir quelque chose aux communautés des régions par lesquelles on passe. Ce qui me prête à croire qu'en fait, vous n'êtes pas tellement en recherche de scientifiques, c'est plutôt eux qui vont venir vous solliciter. Alors oui, on a nos partenaires, on va dire, qui sont des partenaires fidèles depuis de longues années. Et puis après, la manière dont les futurs partenariats ou les projets peut-être un peu plus court terme sont menés, c'est vrai que c'est souvent de la communication, c'est via nos partenaires existants. C'est un peu des deux côtés, c'est-à-dire que nous, on aime bien communiquer sur le fait qu'on va être dans ces régions-là à ce moment-là pour solliciter éventuellement les chercheurs locaux. Après, parfois, les demandes nous viennent aussi de l'extérieur. Je veux dire, il n'y a pas de règle là-dedans. Et puis, un artiste, que ce soit un peintre, un musicien ou un acteur de théâtre, que sais-je, lui, il peut simplement se dire « ça m'intéresse ce que vous faites, j'ai envie de me mettre en immersion », c'est le cas de le dire, et puis de partager un bout de voyage avec vous. Ça s'organise comment ? Alors, la manière dont ça s'organise aujourd'hui est un peu plus structurée qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, à l'échéance de notre expédition sur les traces de Magellan, c'est une expédition qui a eu lieu de 2015 à 2019. Et ça, on trouve des informations sur votre site aussi ? Vous trouvez tout sur notre site et on a un magnifique ouvrage, justement, en parlant d'artistes, qui s'appelle « Dans le miroir de Magellan », qui a été publié aux éditions Slatkin et qui est un résumé, un carnet de bord en images de cette expédition, durant laquelle 20 artistes sont montés à bord, 10 hommes, 10 femmes. Ça s'est tellement bien passé qu'il y a 3 artistes qui ont décidé de poursuivre l'aventure, ou en tout cas de structurer l'aventure, et qui se sont mis en collectif et qui, pour Pacifique, avec Pacifique, proposent de gérer en fait ce calendrier d'artistes. Et donc c'est eux qui sont sollicités ou proposent à des artistes de venir à bord. Alors, il y a l'aspect maintenant socio-éducatif de tout cela, où Anaëlle nous a fait remarquer tout à l'heure que c'était là peut-être un petit peu plus évident de trouver des soutiens.
Pourquoi, à ton avis, c'est plus évident, Anaëlle? Je pense que ça parle aussi à beaucoup plus de monde, la sphère socio-éducative, qu'on comprend l'impact et la détresse aussi de ces jeunes. Donc, et il y a aussi le fait que nos bateaux sont considérés par les services placeurs comme des cellules de réinsertion. Donc, au lieu de partir finalement en prison ou dans des foyers, ces jeunes ont la possibilité d'aller à bord de nos bateaux et de vivre une autre expérience, de sortir de leur cadre, de leur quotidien et de retrouver une certaine confiance et de repartir sur une nouvelle vie. Donc finalement, c'est aussi au service de la société d'avoir ce type de prestations, comme Pacifique le propose, et des vraies solutions, parce que finalement, de partir en prison, c'est du vernis, on sait qu'ils vont recommencer, c'est pas des vraies solutions. Donc finalement, ça parle à tout le monde aujourd'hui, puisque ces jeunes en détresse, finalement, ont la possibilité de se réinventer, de faire quelque chose, puisque à l'issue des embarquements, ils ont la possibilité, ils sont suivis par nos éducateurs, on les garde encore entre 1 à 6 mois et on regarde en fait à ce qu'ils puissent repartir sur une formation ou une profession, un logement aussi s'ils ont dépassé les 18 ans. Donc oui, ça parle à tout le monde et c'est aussi un phénomène de société. Parce que... Alors tu parlais de cadre, ça m'interpelle parce que j'ai des fois le sentiment que ces jeunes, justement, s'ils sont dans la détresse, pour reprendre ton mot, c'est justement parce qu'ils n'ont pas trouvé de cadre. Et voilà, à bord, on leur offre justement ce cadre qui est une structure avec les éducateurs, avec les membres de l'équipage, les scientifiques. Donc voilà, c'est une petite société qui est recréée à bord avec des règles de vie qu'ils doivent suivre, respecter les heures, apprendre aussi les règles de navigation. Et donc voilà, ils repartent en fait sur des vraies règles et des structures qu'ils n'ont pas forcément eues ou qu'ils n'ont plus eues dans leur vie au quotidien. Et c'est une façon de reprendre les réalités de la société, de vivre en communauté. Là, ils sont dans une sorte de microcosme, mais qui est très intense, parce que finalement, c'est quasiment leur vie qui est en jeu quand on est sur un navire suivant le temps qu'il y fait. On fait un 8-10 Beaufort, on a intérêt à tenir bon. Hein. Donc je pense que là, effectivement, c'est énorme comme relation ils ont avec des choses tellement triviales, tellement basiques quelque part, que le cadre, il s'impose. Mais il s'impose dans une réalité, pas dans quelque chose de subjectif comme la société leur propose de temps en temps. Tu en penses quoi, Stéphanie ? Oui, c'est vrai que ce programme Jeunes en mer, comme on l'appelle, est une solution qui est absolument incroyable, qui a été mise en place, on va dire, au fil des années et structurée de manière à arriver aujourd'hui au programme tel qu'il est, donc c'est-à-dire un programme en 3 phases. On a une phase de préparation ici à Genève avec le jeune et les éducateurs pour s'assurer que le jeune il comprenne bien dans quoi il s'embarque, parce que c'est quand même pour lui une énorme aventure. Dans la plupart des cas, il est peut-être même il a jamais pris l'avion, il est peut-être pas sorti de son quartier, donc voilà. Ensuite, on a cette phase d'embarquement. Avec l'utilisation d'un terme que certains apprécient et d'autres un petit peu moins, mais on dit que c'est vraiment du décadrage. Donc on les sort de l'environnement qui peut être toxique ici. Y compris des fois de l'environnement familial qui peut être toxique. Pour les sortir de leur cadre ou de l'absence de cadre, comme tu le stipulais avant, pour réapprendre en fait les règles toutes simples du savoir-être. Ouais. On n'a pas des ambitions... Voilà, c'est quelque chose, ils deviennent un membre d'équipage à part entière, on leur redonne des rôles et des responsabilités, on leur fait confiance, ils font partie d'une équipe, ils font partie d'un tout, et pour ce jeune, c'est une expérience... Alors, ils ne se rendent pas toujours compte au moment même de l'impact de cette expérience. Bien sûr. Ils le disent eux-mêmes, et je reprends les paroles de certains qui disent qu'ils aiment bien dire qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir du bateau et de rentrer chez eux, qu'une fois qu'ils sont rentrés dans ce discours-là, par ego, ils vont pas en ressortir, mais qu'ils se rendent compte après quand même de l'expérience incroyable qu'ils ont vécue. Et puis surtout, Anaëlle l'expliquait après, une phase qui est hyper importante aussi, c'est la phase de suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés ici, il y a quelques jours qui sont primordiaux pour vraiment convertir les acquis du bord
à une reprise d'activité immédiate pour être sûr qu'ils ne se fassent pas réembarquer dans... Donc ils doivent extrapoler maintenant au niveau sociétal sur ce qu'ils vont vivre tous les jours. Voilà, exactement. Et se rendre compte en fait que quand ils reçoivent une instruction, un ordre ou une recommandation, ils ont vu à bord l'impact direct de leurs actions, ce qui est peut-être plus difficile en fait dans un quotidien comme ici. Mais ils se rendent compte en fait que l'adulte ou l'autorité n'est pas toujours là pour les embêter ou pour les malmener, mais plutôt pour essayer de les amener sur le chemin, sur un chemin qui peut être long, mais d'une formation, d'une reprise d'activité. S'il y en a un qui pète un câble sur le bateau, il se passe quoi ? Alors, c'est pour ça que la phase de préparation, elle est primordiale en amont pour s'assurer en fait que les jeunes comprennent bien ce à quoi ils vont être confrontés en à théorie, bord. donc. En théorie. La plupart du temps, ça se passe bien à bord, avec les difficultés que la navigation, que les longues navigations, que les transatlantiques, que les escales peuvent apporter. Pour répondre à ta question, s'il y a un vrai pétage de plomb, qu'il y a un risque pour le jeune et pour l'équipage, il y a la décision du skipper qui est prise en coordination avec l'éducateur de débarquer le jeune. Et là, le suivi doit être encore plus renforcé au retour. Oui, alors après, il y a il y a une discussion qui est menée en fait avec le service placeur, parce qu'il faut savoir qu'on travaille toujours en collaboration avec un service placeur, que ce soit un juge du tribunal des mineurs, un assistant social, une personne de référence auprès du SPMI ou du DIP. Et donc là, il y a une mesure qui est mise en place. La mesure, elle est décidée de manière conjointe. Elle peut être plus ou moins... on va dire, difficile à vivre pour le jeune, mais elle sera prise ensemble. Et en fait, je ne pense pas que ce soit directement les jeunes qui spontanément viennent vous voir. Ce sera plutôt la famille, l'école, l'institution. Qui c'est qui vous propose un accompagnement, un encadrement de ces jeunes ? Alors les demandes, comme on appelle ça ici dans notre jargon interne, nous sont envoyées par tous les canaux que tu viens de citer. Donc aussi bien... le tribunal des mineurs, on a l'assistance aussi pour les mineurs, on a le DIP pour les jeunes qui sont tout simplement en rupture scolaire, et on a des familles qui nous appellent. Une fois ces demandes reçues, il y a un premier entretien qui se fait entre la personne qui a émis cette demande et ici notre équipe sociale pour déterminer vraiment si Pacifique est une mesure, est une solution qui conviendra aux jeunes. Si la décision d'aller de l'avant est prise de manière conjointe, il y a une rencontre qui s'effectue avec les assistants sociaux, les jeunes, la famille, pour déterminer dans un second temps, aller plus en détail sur l'étendue de ce programme, quelles sont les mesures en place, quels sont vraiment tous les points importants à souligner. Et puis si encore après ça, on se rend compte que vraiment la solution Pacifique est une solution adéquate, eh bien, le programme démarre pour ce jeune. Je reprends le début de ma question. Est-ce que spontanément, il y a des jeunes qui sont venus vous voir déjà ? Ou est-ce que ça serait possible ? Alors, c'est possible. On travaille toujours avec des jeunes mineurs. Oui. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Donc, oui, je pense que s'il y a un jeune qui vient nous voir de manière spontanée pour nous demander si éventuellement il peut monter à bord, évidemment que sa demande sera prise en compte. Parce que mineur ou pas, il y a des numéros de téléphone d'ailleurs pour des jeunes en détresse. Oui. Donc il a toujours la possibilité de trouver une bouée de sauvetage quelque part. Tout à fait. Alors sa demande sera, comme je disais, sera certainement prise en compte. Après, je pense que pour des questions du fait qu'il soit mineur et de financement aussi, parce que le programme a un coût, il va falloir que la mesure soit encadrée par un service placeur. Donc voilà, ça doit être justifié officiellement, bien évidemment. Donc je suis un jeune, j'ai pas demandé à vivre, je sais que je suis un accident, je sais que finalement, vous les grands, vous êtes bien gentils, mais vous nous laissez un monde de merde, je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je suis en train de péter un câble. Est-ce que vous pouvez me donner une bribe de solution ou quels conseils vous pouvez me donner ? Est-ce que je dois aller voir votre site internet ? Est-ce que je peux vous appeler ? Ou est-ce que c'est une surcharge de travail et je ferais mieux d'aller voir une institution ou la direction de mon école ou que sais-je ? Par quel canal ce jeune qui est dans cette situation que je viens de décrire, par exemple, peut vous retrouver ? Non, alors il peut aller voir sur notre site internet www.pacifique.ch. Il y a tout le programme Jeunes en mer qui est décrit de manière assez détaillée. Il y a sur nos réseaux sociaux pas mal de comptes rendus aussi, d'expériences de jeunes. On a un magnifique film
sur notre chaîne YouTube qui s'appelle 20 ans, alors j'ai oublié le nom, mais enfin bon, c'est un film qui retrace les 20 ans du programme Jeunes en Mer. Donc là-dedans, il pourra déjà avoir beaucoup d'informations. Et puis il y a tous nos numéros de téléphone, nos adresses e-mail. Il nous appelle, il nous envoie un mail et on se fera un plaisir de répondre à sa demande. Anaëlle, on a déjà bien discuté la dernière fois. Cette fois, tu as spontanément, j'ai donné plus la parole à Stéphanie. On a toujours un petit rituel dans notre émission. Anaëlle d'abord et après Stéphanie. Quand tu entends quelqu'un, Anaëlle, qui dit « merci la vie », comment ça résonne en toi ? C'est quelqu'un qui, pour moi, est reconnaissant de la vie aussi, puisque... Voilà, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vie n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des moments où on s'interroge de ce qu'on fait là, mais je crois que le fait d'accepter les choses et de la remercier, ça facilite aussi. Et puis, d'avoir appelé ton émission « Merci la vie », je crois que c'est aussi faciliter... c'est une ouverture aux autres, c'est permettre l'accès à tout le monde un peu de s'exprimer. L'ouverture aujourd'hui, chère Anaëlle, c'est grâce à toi qu'on l'a, puisque si tu ne m'avais pas appelé, on n'en serait pas là. Stéphanie, la même question pour le même rituel. La question c'est pourquoi merci la vie, si quelqu'un dit merci. Si tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi ? Forcément, ça me donne le sourire. J'ai une grande admiration pour les gens positifs, les gens optimistes. On se rend compte en plus que c'est pas toujours ceux qui la vie a fait des cadeaux. Et donc moi, ça me donne envie de répliquer le sourire chez moi et de remercier aussi la vie. Alors du coup. C'est un moment de bonheur dans ce partage, c'est magnifique. Donc on retrouve toutes vos coordonnées, tout votre message sur le site internet qu'on va laisser bien évidemment sur le podcast. Chers amis auditrices et auditeurs, à tout bientôt. Un grand merci de votre fidélité. Et puis, sur ce beau navire qu'est la vie, bon vent. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.